Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. Mesdames, Messieurs, d'abord les titres. Il était ce mardi devant l'Assemblée nationale de la RDC. André Flao, président de la Chambre des représentants belge, a exprimé son soutien à la République démocratique du Congo. L'homme d'État belge condamne la guerre dans l'est du pays qu'il qualifie d'agression. Le discours de M. Flao au Palais du Peuple a aussitôt suscité des réactions dans tous les sens parmi les députés. Le Forum des parlements des pays de la CIRGL s'apprête aussi à examiner la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Une assemblée plénière est prévue à Kinshasa au mois de décembre prochain. Mais avant cela, le comité exécutif du dit Forum se réunit dans la capitale congolaise dès jeudi prochain. Fini la confusion autour de la mission du Fonds national pour l'entretien routier. Au cours d'un point de presse, le directeur général du FONER a levé tout équivoque à ce propos. Selon Fulgence Bamaros, le FONER n'a pas reçu pour mission de réhabiliter les routes en RDC, mais plutôt de les entretenir. Voilà tout pour les principaux titres de ce journal. Merci de nous rejoindre. André Flao plaide pour la fin de la guerre dans l'est de la RDC. Le président de la Chambre des représentants belge s'est exprimé ainsi devant l'Assemblée nationale au Palais du Peuple. Il a également invité les élus congolais à considérer avant tout les intérêts du peuple congolais. C'était le clou de la séance plénière de ce mardi. Compte rendu avec Oscar Bakando. Invité du président de l'Assemblée nationale congolaise, le président de la Chambre des représentants belge s'est adressé ce mardi aux élus du peuple de la République démocratique du Congo. Devant un auditoire suspendu à ses lèvres, le Belge appelle à l'unité des élus du peuple. Votre Assemblée représente en effet ce grand pays dans toutes ses dimensions culturelles et politiques, au-delà des barrières que l'enjeu démocratique peut parfois dresser entre eux. Face à la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, André Flao appelle à la coopération. Je suis convaincu qu'à long terme, seule la coopération régionale apportera à tous la paix et la prospérité, dans le plein respect des souverainetés nationales librement partagées. N'ayez pas peur de coopérer et de partager certaines compétences nationales avec vos voisins. Un discours applaudi par les députés congolais et au nom de ses collègues députés, Obé Minakou a réaffirmé la volonté de son institution à collaborer avec la Chambre des représentants belges. La diplomatie parlementaire l'oblige. Des réactions ne sont pas fait attendre, des réactions croisées, bien entendu, sur la substance du discours de l'homme d'État belge. Si les députés de la majorité présidentielle ont pour la plupart applaudi, ceux de l'opposition émettent des critiques, parfois dures. On les écoute dans ces propos recueillis par Oscar Bakando. Je suis convaincu que M. Flao est loin de savoir ce qui se passe dans le fin du Congo. S'agissant de l'Est, M. Flao n'a pas qualifié la situation à l'Est d'agression. Or, tout le monde sait que le pays est agressé par le gouvernement rwandais. Et le Rwanda occupe une partie du territoire congolais. Ça, tout le monde le sait. M. Flao parle d'une mutinerie. Vous avez bien compris qu'il n'a pas fait allusion à la démocratie. Pour lui, tout est rose. On aurait souhaité que M. Flao vienne clairement condamner le Rwanda pour ce que le Rwanda est en train de commettre dans ce pays comme violation de droits de l'homme, comme exaction, comme tuerie. Mais malheureusement, nous avons eu encore une langue de bois, comme nous l'avons vu avec d'autres pays de la communauté internationale. Il a parlé de la démocratie avec les deux États, notre patrie et celle de la Belgique. Il a parlé avec un langage plein de considération, d'estime et de respect. Et pour moi, je salue cette démocratie agissante que nous sommes en train de nouer entre la RDC et la Belgique. Mais c'est un discours tout à fait équilibré. Et je me souviens que chaque fois quand il intervenait, non seulement il faisait allusion à la majorité, mais aussi à l'opposition, pour dire qu'il voulait un discours équilibré, un discours qui ne favorise pas telle opinion par rapport à telle autre. Mais plus intéressant, il reconnaît que des erreurs il y a eu certes au niveau des élections organisées,
Mais aussi, il insiste, c'est un autre point de vue par ailleurs, que notre démocratie est une démocratie jeune. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC sera examinée lors de la 3e assemblée plénière du Forum des parlements de la CIRGL, une rencontre qui est prévue pour le mois de décembre à Kinshasa. Elle sera précédée de la 4e réunion du comité exécutif qui se tiendra dans la capitale congolaise à partir du 1er novembre. L'annonce en a été faite ce mardi par le secrétariat du dit forum au cours d'un échange avec la presse. Angola, Burundi, République du Congo, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Kenya, Ouganda, Rwanda, Soudan, Tanzanie et la Zambie sont les pays d'Afrique qui ont envoyé leurs représentants au Forum des parlements de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Cette organisation interparlementaire entend elle aussi apporter sa contribution à la recherche de la paix dans la sous-région. Ce face-à-face avec les professionnels des médias aura permis au secrétaire général de cette plateforme de rappeler les objectifs poursuivis par les parlements de la région des Grands Lacs. Prévu de cadre de dialogue, d'échange d'expériences et de règlement des conflits pour les parlements des pays membres de la CIRGL. De renforcer les capacités des membres et des fonctionnaires des parlements des pays membres de la CIRGL en matière de législation, de contrôle de l'action gouvernementale et de représentation des peuples de la région des Grands Lacs. Igiro Prosper a choisi cette occasion pour annoncer la tenue de la 4e réunion du comité exécutif de cette structure prévue ici à Kinshasa au mois de novembre. Les participants devraient préparer la 3e assemblée plénière qui aura lieu au mois de décembre dans notre pays. Examiner et adopter l'ordre du jour, le contenu de la réunion de l'assemblée plénière et qui comprendra l'examen de la situation sécuritaire dans différentes parties conflictuelles de la région des Grands Lacs, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo. La réunion du comité exécutif qui aura lieu ici en RDC devrait aussi examiner et adopter les procès-verbaux de la réunion de l'Assemblée plénière qui a étudié d'examiner la situation sécuritaire dans différentes parties conflictuelles de la région des Grands Lacs, notamment dans l'est de la RDC, ainsi que l'examen et l'adoption du plan stratégique et les manuels de procédure de gestion du forum. Sur le terrain, le calme est revenu, notamment à Saké, où des tirs à l'arme lourde et légère ont été entendus dans la nuit de dimanche à lundi, causant la mort de 4 personnes et 19 blessés. Le porte-parole des FARDC au Nord Kivu, le colonel Olivier Amouli, affirme selon Radio Okapi qu'au moins 4 officiers des forces armées sont déjà interpellés par l'auditorat militaire pour être entendus sur ces incidents. Ils sont accusés d'être à la base des tirs avec mort d'homme. Les enquêtes se poursuivent et il pourrait y avoir d'autres interpellations selon la même source. Pour rappel, 2 soldats en état d'ébriété ont tiré des coups de feu croyant à une attaque des rebelles. Au Sénat, il était question de l'examen du projet de loi portant régime des zones économiques spécialisées. Le projet du gouvernement présenté par le ministre de l'Industrie, Rémi Moussanga, vise à améliorer le climat des affaires, à relancer les activités économiques et industrielles en vue de la création des emplois. Le ministre devra revenir dans 48 heures en vue de répondre aux nombreuses préoccupations des élus. La Banque centrale va lancer dès ce jeudi les billets de 20 000 francs congolais. Après le succès récolté lors du lancement des billets de 1 000, 5 000 et 10 000 francs en juillet dernier, la BCC est on ne peut plus sereine. Et dans les rues de la capitale, pas d'agitation non plus après l'annonce de la mise en circulation de ces nouveaux billets à valeur faciale adaptée. Chimamogo, Ange Matulonga et Evelyne Chibola. À 24 heures de la mise en circulation des billets de 20 000 francs congolais, la population quinoise ne s'est fait plus aucune allusion. Nous sommes très contents de recevoir cette coupure-là de 20 000. On ne peut rien faire, on peut seulement accepter, mais dans un système de stabilisation de la monnaie. Si les uns sont contents de l'arrivée de ces billets,
D'autres, par contre, estiment qu'ils sont destinés qu'aux transactions bancaires de grande importance. Mais ce ne sont pas des billets qu'on doit lancer sur le marché. Alors, pour lancer ces billets sur le marché, il faudra que l'État puisse bien réfléchir là-dessus. Pourquoi le billet tel que de 20 000, ce sont des billets qui doivent rester au niveau de banque. Les forces acquises au changement, du moins, après le succès connu par les coupures de 1 000 francs, 5 000 francs et 10 000 francs congolais, les Kinois seront obligés d'utiliser dès ce jeudi les billets de 20 000 francs congolais, pourvu qu'ils n'entraînent aucun changement dans le marché des biens de consommation courante. Entre-temps, les divergences entre la RDC et le FMI sont en train de s'aplanir. Les tergiversations dans la publication de 5 contrats de la GECAMIN relèvent désormais du passé. Plus d'obstacles donc sur le chemin du PEG 2, dont les 4e et 5e revues feront bientôt l'objet d'un examen approfondi des experts du FMI qui préparent déjà leur valise pour Kinshasa. Les détails dans ce commentaire. Entre la RDC et le FMI, les divergences de vues s'atténuent. Voilà qui devrait relancer le second programme économique du gouvernement. Le PEG 2 ne subira pas le même sort que son précédent, le PEG 1, arrêté brutalement le 31 mars 2006 à la suite de l'accumulation d'un certain nombre d'erreurs par la RDC. Bloqué au niveau des 4e et 5e revues, le PEG 2 est en voie de connaître un dénouement heureux. Des sources gouvernementales renseignent que la RDC a fini par répondre aux exigences du Fonds monétaire international en publiant les contrats miniers mis en cause, notamment ceux signés dernièrement par la GECAMIN. Depuis son siège de Washington, le FMI avait fait valoir ses exigences pour débloquer ce second programme. Pas de publication de derniers contrats signés par la Générale des Carrières et des Mines, pas non plus des négociations autour de la conclusion des revues en suspens. Ainsi, le PEG 2 est longtemps resté bloqué, malgré l'embellie sur le plan des chiffres. Le gouvernement n'avait plus de choix. Dans le dénouement du contentieux avec le FMI, tout dépendait désormais de la GECAMIN. Pressée de toutes parts, la GECAMIN a fini par céder. Des sources concordantes rapportent que la RDC a répondu favorablement aux exigences du FMI en publiant finalement sur le site du ministère des Mines les contrats faisant l'objet du contentieux. Ils sont 5 au total. Ils sont désormais portés à la connaissance du grand public pour plus de transparence. Dans les couloirs de l'exécutif congolais, l'on se réjouit déjà de la levée de boucliers opérée par les services du FMI. Devant le vice-premier ministre, ministre du Budget, le nouveau représentant résident du FMI en RDC a annoncé la reprise imminente des pourparlers avec les autorités congolaises. Une délégation est même annoncée à Kinshasa pour parfaire ce dossier. Sans doute, la conclusion des 4e et 5e revues pourrait être décomptée à la même occasion. Divergence aplanie, la RDC peut donc envisager avec sérénité l'atterrissage en douceur du PEG 2, programme conclu en décembre 2009 pour une durée de 3 ans. Ce qui devrait ouvrir la voie aux négociations plus apaisées d'un nouveau programme avec le Fonds monétaire international au titre de la facilité élargie de crédit. S'il faut se réjouir de cette évolution, il est pourtant regrettable que le pays ait été forcé pratiquement à jouer le jeu de la transparence par le FMI. Et pourtant, rien ne pouvait justifier ces tergiversations de la part de la République démocratique du Congo face aux efforts fournis dans la maîtrise du cadre macroéconomique. Élection des gouverneurs de province au Bas-Congo et en province orientale, c'est ce mercredi le 2e tour. Les forces acquises au changement, une plateforme de l'opposition invite les députés provinciaux concernés par l'élection à privilégier les intérêts du peuple dans leur choix. Les FAC se félicitent déjà de ce qu'ils appellent revers de la majorité présidentielle au premier tour dans les 2 provinces précitées. Jima Mogo, Nadine Laying, Fiston Bouini, compte rendu. Les forces acquises au changement, du moins l'aide tenue par Lisanga Bonganga, sort de son mutisme et donne de la voix.
Pour cette plateforme politique, les élections des gouverneurs de province organisées dimanche par la CENI sont irrégulières et violent la Constitution. Jean-Pierre Lissanga Bonganga et ses camarades justifient leur position par le fait que le mandat de 5 ans accordé aux assemblées provinciales à l'issue des élections de 2006 est largement dépassé. Qu'à cela ne tienne, cette organisation politique note avec satisfaction que les élus du peuple ont repris conscience après le cinglant revers infligé aux candidats de la majorité présidentielle. Les forces acquises au changement constatent également que l'ère de la manipulation de l'homme politique congolais, laquelle s'est caractérisée par une majorité mécanique sur base d'une soumission aveugle au mot d'ordre de l'autorité morale, est bel et bien révolue. Enfin, les forces acquises au changement appellent à la conscience des députés tant nationaux que provinciaux de bien lire les signes de temps et de tirer toutes les conséquences de l'évolution de la situation politique actuelle du pays et dorénavant de ne privilégier que les intérêts supérieurs de la nation en lieu et place des considérations égoïstes sur fond des défis à l'endroit du peuple congolais. Les forces acquises au changement exhortent les élus du peuple à saisir le message livré par les députés provinciaux du Bas-Congo et leurs collègues de la province orientale. Fonds national pour l'entretien routier, le directeur général de cette structure lève toute confusion autour de leur mission. Au cours d'un point de presse ce mardi, Fulgence Bamaros a rappelé que le FONER n'a pas pour mission de réhabiliter les routes en RDC, mais plutôt de les entretenir. L'homme a également fait la restitution de sa dernière mission à Goma, au Nord Kivu. Élisée Bilonda, Fiston Bouni. Je vous en prie. L'homme a décidé de rompre avec le silence légendaire qui semble devenir sa seconde nature. Fulgence Bamaros Lobota, directeur général du Fonds national pour l'entretien routier, n'y est pas allé par 4 chemins pour éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale sur le fonctionnement et la gestion de ce service public. Créé en juillet 2008, le FONER a pour but principal maximiser les ressources nationales tirées essentiellement des redevances. Il se charge de la collecte et l'administration des fonds nécessaires au financement et à la gestion du patrimoine routier. Fulgence Bamaros Lobota précise que le FONER n'a jamais été créé pour la réhabilitation du patrimoine routier. Il s'occupe plutôt de son entretien. Pour faire 1 km de route asphaltée, il faut au moins un minimum d'$1 million. Par contre, quand on fait l'entretien en mécanisé, en tout cas, c'est plus ou moins $4 000 à $5 000 le kilomètre. Donc, vous comprendrez déjà qu'avec les ressources du FONER, on ne peut pas financer la réhabilitation. Ayant séjourné dans la ville de Goma la semaine dernière, le directeur général du Fonds national pour l'entretien routier a présidé une réunion à l'intention de l'Association des pétroliers du Nord Kivu, acteur très important dans les développements de cette province meurtrie par les affres de la guerre. L'objectif était de trouver un terrain d'attente sur la confusion qui règne autour de la gestion des fonds générés par le FONER. Ils nous ont parlé de 24 millions. Nous avons brandi aussi les chiffres réellement mobilisés par le FONER. Le FONER n'a pu mobiliser dans l'ensemble que plus ou moins $13 millions. Et que nous étions aussi intéressés de savoir où est partie la différence qui est déclarée. Ce qui fait qu'à l'issue de cette réunion, on s'est convenu toutes les parties qu'on mette sur pied une commission d'audit. Le Fonds national pour l'entretien routier se dit prêt à maintenir le cap pour remplir correctement les missions lui confiées par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Comment donner un coup d'accélérateur à certains projets entre l'Union européenne et le gouvernement congolais? Voilà qui a été le clou des échanges entre l'ambassadeur de l'UE, Jean-Michel Dumont, et le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Fridolin Kaswechi. Les deux hommes ont abouti à des conclusions, on va dire, fructueuses, nous disent Élisée Bilonda et Blanchard Kandolo. 24 km de voirie à Goma dans la province du Nord Kivu et 114 km de route sur la nationale numéro 1 à Chikapa, des projets financés par l'Union européenne et qui seront bientôt mis en exécution pour le bien-être de la population.
Jean-Michel Dumont rassure qu'une enveloppe de 110 millions d'euros devrait être décaissée pour les débuts des travaux. L'ambassadeur de l'Union européenne a donc eu un échange fructueux avec le ministre en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Fridolin Kassuechi Moussoka, sur cette question. Nous avons simplement discuté des moyens d'accélérer pour que nous puissions signer et commencer les travaux dans les semaines à venir. Lorsque je m'étais rendu à Goma, j'avais promis que les travaux pourraient commencer à l'automne et j'ai bon espoir que nous puissions effectivement le faire dans les semaines à venir. Les appels d'offres ont déjà été lancés pour ces deux projets. Le contrat sera signé avec l'entreprise qui sera sélectionnée. Les travaux ne commenceront qu'après cette formalité. Parlons du désengorgement du port de Matadi. Le comité ad hoc s'est réuni ce mardi en session extraordinaire. Objectif, évaluer la mise en œuvre de ce projet et discuter autour du nouveau code des axes. Autre sujet de discussion, l'ordonnance loi instituant le nouveau tarif des droits à l'importation et à l'exportation. Cette session s'est tenue au Salon Bonobo de l'hôtel Vénus. Cette rencontre hautement technique aura permis aux participants, constitués essentiellement de représentants des services qui composent les comités de désengorgement du port de Matadi, de faire le point sur cette question. Il était également question de la vulgarisation de nouveaux textes de loi, dont celui portant cadre des assises qui institue un nouveau tarif à l'importation et à l'exportation. Élargi aux opérateurs économiques, cette séance de travail a bien tenu ses promesses, explique le directeur général de la DGDA. Nous avons invité le plus de monde possible pour les mettre au courant des innovations que comportent ces nouveaux textes. Ça, c'est notre politique de communication. Nous ne voulons pas que des textes qui apportent certains changements soient mis en application avant que les concernés ne soient mis au courant. L'arsenal juridique qui régente le secteur de la douane présente beaucoup d'innovations et serait plutôt avantageux pour les opérateurs économiques, rassure le directeur général adjoint de la DGDA en charge des questions techniques. Dans le cadre de la loi d'habilitation, il s'agit de l'ordonnance loi portant code des axes, il s'agit de l'ordonnance loi instituant un nouveau tarif de droits et taxes à l'importation, et enfin, l'ordonnance loi instituant un nouveau tarif de droits et taxes à l'exportation. Le secteur de la douane et assises contribue énormément au budget de l'État. Ces trains de mesures prises par le gouvernement avec l'aval du Parlement devraient sans doute permettre à la DGDA, mais aussi à d'autres services publics qui opèrent au port de Matadi, de mobiliser davantage des recettes au profit du trésor public. La DGI, pour sa part, sensibilise le monde des affaires à la réforme fiscale. La Direction générale des impôts a organisé ce mardi une matinée fiscale à l'intention de la Fédération des entreprises du Congo. L'accent a été mis sur la présentation des ordonnances loi à caractère fiscal du 21 septembre 2012. Mounif Bosso, Charlie Tonsi et Fiston Bouni. Il était question pour la délégation de la Direction générale des impôts d'expliquer au patronat congolais le bien fondé des 4 ordonnances loi à caractère fiscal prises par le chef de l'État au mois de septembre dernier. Les échanges ont essentiellement tourné sur les modifications majeures apportées dans la législation fiscale de notre pays. Vous aurez compris, il y a une baisse de la pression fiscale et sur les bénéfices et profits parce que les taux passent de 40 à 35% et sur les rémunérations. Parce qu'en fait, on a enregistré beaucoup de fraudes dans ces matières. Mais aujourd'hui, le message du gouvernement, on réduit les taux, on diminue la pression, mais on voudrait aussi que les opérateurs économiques comprennent ce signal et qu'ils puissent s'organiser pour souscrire des déclarations plus sincères. Parmi celles-ci, il faut citer l'ordonnance loi portant régime fiscal applicable aux entreprises de petite taille en matière d'impôts sur les revenus et profits. Au sens de cette loi, il faut entendre au plan fiscal par entreprise de petite taille, celle constituée en micro-entreprise ou petite entreprise, toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique,
qui réalisent un chiffre d'affaires annuel inférieur à 80 millions de francs congolais. Il y a aussi l'ordonnance loi relative aux impôts cédulaires sur les revenus et celle qui concerne la réforme des procédures fiscales. Le dernier texte de loi porte sur l'abrogation de certaines dispositions de la loi du 13 mars 2003 fixant les modalités de calcul et de perception des acomptes de l'impôt sur les bénéfices et les profits. Grogne du syndicat des professionnels de santé est réuni au sein du collectif des professionnels de santé du second et troisième cycle. Il réclame l'effectivité de la paie de la prime de risque prévue dans le budget 2012. Ce mardi, les membres du SICO ont observé un sit-in devant le cabinet du vice-premier ministre et ministre du budget pour faire entendre leur voix. On les écoute. Cette descente au ministère du budget, vous trouvez ici regroupés les professionnels de santé des second et troisième cycle. C'est-à-dire ici, vous avez des licenciés, vous avez des docteurs, vous avez des maîtres en santé, en sciences de santé. Nos médecins qui sont ici. Nous avons réclamé auprès du gouvernement de la République notre alignement au même taux barémique que les pharmaciens et les chirurgiens dentistes. Au mois de novembre, dans l'année 2011, au mois d'août, le Premier ministre Mozito a trouvé qu'il y avait une injustice criante qui a persisté pour que certains licenciés bénéficient autant d'argent. Les pro-santé s'occupent du malade à même titre que les autres, même plus que les autres. C'est comme ça que le Premier ministre Mozito avait trouvé solution. Il a écrit, il a instruit au ministre du budget d'ouvrir un chapitre budgétaire pour ces pro-santé et le troisième cycle et de faire un recensement, un dénombrement de ces cadres sur toute l'étendue de la République. Nous faisons appel au président de la République, chef de l'État, qui avait promulgué le budget, d'avoir un œil regardant sur le gouvernement de la République, qu'il cogère aussi avec le Premier ministre, pour que tout ce qui a été décidé dans le cadre de la loi du pays, cette loi financière, soit d'application. Le pays ne peut pas être gouverné comme ça. Le monde a célébré hier lundi la journée de lutte contre les accidents vasculaires cérébraux, mieux connus à Kinshasa sous l'abréviation AVC. Les cas d'AVC sont devenus très fréquents et selon les chiffres de l'OMS, une personne est victime d'un AVC toutes les 2 secondes et une victime en meurt toutes les 5 secondes dans le monde. Agir vite pour le cerveau, c'est le thème qui a été retenu cette année. Dans la capitale congolaise, beaucoup crient au manque de moyens pour agir vite, justement. Les spécialistes, eux, en appellent à l'amélioration de la prise en charge des patients. Passé inaperçu, mais célébré en dehors de nos frontières, sous le thème « Agir vite pour le cerveau », la journée mondiale des accidents vasculaires cérébraux semble inconnue du grand public dans notre pays. Selon Roger Kokoussa, spécialiste des maladies du cœur et des vaisseaux, l'AVC a pour facteur l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie, le diabète, l'obésité, l'alcoolisme chronique et bien d'autres pathologies. L'AVC est la première cause du handicap, à qui dans le monde ajoutent ces spécialistes. La prise en charge de l'AVC comprend à peu près 3 parties. Il y a les urgences, il y a la rééducation, la réadaptation et la réinsertion. Pour essayer un peu d'augmenter, d'améliorer la prise en charge de ces patients-là, il faut essayer de doter nos hôpitaux de matériel. Par exemple, les scanners. Il faut doter nos hôpitaux des scanners dans tous les hôpitaux ici, pour prendre correctement en charge de cette pathologie. Par ailleurs, cette maladie qui cause la déformation brutale du visage et de la bouche, la paralysie du bras et de la jambe d'un côté du corps est pour les Kinois due à la situation économique et au stress. Certains l'expliquent par le non-respect des recommandations du médecin par quelques patients et surtout les personnes de 3e âge. J'étais auparavant, je prenais de la bière, mais maintenant il y a 2 ans je ne prends plus de la bière. Mais ce qui concerne le contrôle, je vois le médecin, après 2 ou 3 mois, je pars faire visiter mon tension. À part ça, je ne prends rien. Quand même des cigarettes, je prenais des cigarettes auparavant, maintenant je ne prends plus de cigarettes. Vous voyez, pour les temps anciens, nous pouvons dire nos grands-parents ne prenaient pas, ou bien ne mangeaient même pas ce que nous mangeons pour le moment. Vous voyez? Et dans les temps anciens, il
la nourriture qui était vraiment viable, c'était la nourriture qui était naturelle. Et maintenant, économiquement, les gens ne sont même pas forts. Les gens ne sont pas forts. Et puis, on mange de la nourriture qui vient de loin. En RDC, cette journée devrait être consacrée à la sensibilisation. Fort malheureux de constater qu'elle semble être négligée. Pourtant, les taux des AVC à Kinshasa ne fait que s'accroître. Notez que l'accident vasculaire peut entraîner des conséquences graves et définitives, telles un handicap moteur ou des difficultés à s'exprimer. L'AVC peut également conduire au décès. Il existe des traitements, certes, contre ces accidents, d'autant plus efficaces qu'ils sont administrés rapidement. En dehors de chez nous, Victoire Ingabire, condamnée à 8 ans de prison, cette Rwandaise opposante notoire au régime de Paul Kagame, est inculpée pour conspiration contre les autorités par le terrorisme et la guerre, ainsi que la négation du génocide de 1994. Le verdict est tombé à l'audience de ce mardi. La Cour l'a en revanche déclaré non coupable de propagation de l'idéologie de génocide, n'ayant trouvé aucune preuve quant à ce. Et pourtant, l'accusation avait affirmé disposer de preuves de transfert d'argent effectués par Mme Ingabire au profit des FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, un mouvement rebelle basé dans l'est de la RDC. Au Mali, des experts africains, y compris algériens, européens et onusiens, se sont réunis mardi à Bamako. Le but de cette réunion, mettre au point le concept d'opération d'une intervention armée dans le nord du Mali, occupé par des islamistes armés. Une intervention jugée inévitable par le gouvernement malien. Finaliser le projet de concept d'opération d'une force internationale au Mali, c'est le but de la réunion qui débutait ce mardi à Bamako. À cette rencontre participent des experts militaires de l'Union africaine, des Nations unies, de la CEDEAO, du Mali et de l'Algérie. La réunion du groupe de suivi de soutien a souhaité que le concept qui a été développé jusqu'ici puisse faire l'objet d'une harmonisation de telle sorte que tous les partenaires puissent apporter leur contribution et qu'on s'en sorte. Et c'est ça l'objectif principal. On s'en sorte de ces travaux avec un concept unique, harmonisé pour toute la communauté internationale. Donc c'est l'objectif principal que nous attendons à la fin de cette réunion. La guerre contre le terrorisme est inévitable, même si les négociations avec les groupes rebelles restent possibles. La plupart des partenaires qui nous ont rejoints parce qu'ils estiment que la guerre est inévitable, compte tenu de la configuration des groupes en présence. Si du reste, pour ce qui concerne le MLA en Sadi, il y a quelques espoirs de parvenir à quelques résultats par le dialogue, il est absolument clair qu'avec le Moujao, qu'avec Boko Haram, qu'avec AQMI, Al-Qaïda, il n'est même pas question d'envisager de dialogue. Donc forcément, l'usage de la force risque de s'imposer en dernière instance. La participation des experts des Nations Unies permettra de garantir l'acceptation de ce concept d'opération une fois présenté au Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà, à présent nous allons lire la presse parue ce mardi dans la capitale. Jimma Mogo nous rejoint. C'est pour la revue de presse, bien entendu. La situation sécuritaire à l'est de la RDC continue de faire la une des journaux parus ce mardi à Kinshasa. Le palmarès revient sur les 4 morts, 19 blessés et plusieurs maisons détruites à Goma. Des tirs à l'arme lourde ont été échangés entre l'armée régulière et les rebelles non autrement identifiés à Saké, à 27 km à l'ouest de la ville de Goma. Tout est parti des coups de feu tirés par 2 soldats des FARDC en état d'ébriété. Croyant à une attaque des rebelles du M23, d'autres militaires se sont aussi mis à tirer à l'arme lourde et légère. Ourourou confirme que ce sont des militaires qui ont confondu leurs collègues ivres avec des personnes inconnues et ont tiré sur eux. Pour ce quotidien, ceux qui étaient ivres ont riposté à tel point que les FARDC qui étaient en patrouille ont cru à une attaque du mouvement du M23, mais qui a d'ailleurs démenti toute implication dans cette confusion. Dans l'autre côté, les rebelles burundais ont incendié 300 maisons dans 10 villages à Ouvira, fait savoir l'Observateur. 7 civils ont été tués, dont 7 femmes au cours de cette incursion. Ces rebelles protestaient contre la capture la semaine dernière de leurs éléments par un groupe d'autodéfense populaire local.
Un autre titre qui fait l'actualité ce mardi, les élections des gouverneurs des provinces qui sont maintenues pour ce 31 octobre dans les villes de Kisangani et de Matadi confirment l'avenir. À Matadi, elle oppose Jacques Mbadou dans sa capture d'indépendant qui a recueilli 14 voix à Déon Koussou, 12 voix. À Kisangani, le second round va se jouer entre Jean Tokole Ilongo, 42 voix, et Jean Bamanissa, 27 voix. La référence plus se pose la question de savoir qui d'entre Ilongo et Bamanissa peut diriger la province orientale. Ce quotidien fait savoir que ces deux candidats ont procédé à un débat houleux devant leurs électeurs lors de la présentation de leur programme d'action devant les députés provinciaux dans une séance publique. La bataille s'annonce donc impitoyable. Et pour conclure, le potentiel titre, la RDC FMI, le pire évité de justesse. Ce second programme économique du gouvernement ne subira pas le même sort que son précédent à la suite de l'accumulation d'un certain nombre d'erreurs par la RDC. Dans le dénouement du contentieux avec le FMI, tout dépend désormais de la GECAMINE. La RDC a répondu favorablement aux exigences du FMI en publiant finalement sur le site du ministère des Mines les contrats faisant l'objet du contentieux, conclut le journal. Et c'est la fin de cette revue de presse. Patrick Chamala. Merci Jemima Mogo pour la synthèse des journaux qui met fin à cette édition du journal, Madame et Messieurs. Merci de l'avoir suivi et merci de rester avec nous sur la télé républicaine.